Ça va faire pour moi bientôt 38 ans que tout est fini. Il est, comme des millions d'autres, un survivant. Il apprend l'armistice en Lorraine, mais il n'est pas tout de suite démobilisé puisqu'il va faire partie des troupes d'occupation dans la Sarre pour que la France se paie sur ce que paie comme tribut de guerre sur l'Allemagne, sur le charbon. D'ailleurs, les socialistes, le groupe socialiste, Cachin, etc., vont s'opposer à cette politique. Il ne s'agit pas d'annexer la Sarre pour récupérer le charbon, si tant que ce soit la rapine et si aisé qu'elle soit à cette heure où l'Allemagne est en proie aux convulsions, le socialisme élève sa protestation parce que 600 000 Allemands qui vivent là n'ont pas été interrogés. Il est responsable du bordel militaire, comme on disait, avec Théodore Frankel, qui est un ami de Breton, et d'où ces fameux poèmes, les larmes qui se ressemblent, mais surtout les poèmes du roman inachevé mis en musique par Ferré. Elle travaillait avec Vaillance pour un intérieur de Vaillance qui n'en est jamais revenu. Donc, il sera libéré après 2 ans de service. Quand il rentre, il retrouve ses amis qui ont commencé à écrire un texte, des chants magnétiques, où il s'agit de laisser parler l'inconscient et d'écrire une phrase selon le système du Cadavreski, sans que l'autre sache ce qu'il a écrit. Ces jeunes gens donc Philippe Soupeau, Breton, Aragon, vont créer le groupe littérature, ils vont créer une revue qui va s'opposer à ce qu'est la littérature, et par ironie, ils vont l'appeler de la sorte. Ils vont rencontrer après le groupe Dada, le surréalisme. Juste une chose qui va marquer Aragon, mais c'est encore écrit de manière différée. C'est quand il est donc dans la Sarre, il y a donc des mines en grève, et on appelle l'escadron dans lequel est Aragon. Il raconte cet épisode dans la Semaine Sainte. J'avais 22 ans, pas même, puisque c'était au printemps ou à la fin de l'hiver 1919 près de Sarrebruck. Il y avait eu des grèves dans les mines du voisinage et les chasseurs de mon bataillon y montaient la garde. Je renvoie l'entrée des houillères depuis la cage d'ascenseur. Là-dessus, on nous appelle. L'équipe de nuit refusait de descendre. Enfin, ces hommes étaient devant, les militaires français menaçant, les hommes le fusil au pied, une trentaine. Qu'est-ce que je faisais là? Je comprenais tout cela très mal. Je n'avais jamais vu de mine, même en France. Les ouvriers, cela n'avait pas été une préoccupation pour moi jusqu'alors. Tout cela, d'un instant à l'autre, pouvait tourner très mal. Si les nôtres devaient tirer, parce que cela ne se discute pas. J'étais d'un côté, pas de l'autre, pas le choix. C'est alors que je sentis en moi comme une panique. C'est alors que je sentis en moi brusquement que ces inconnus menaçants, ces boches, c'était eux ce soir-là qui avaient raison. Dans la résistance, exprimer tout ce qu'il y a de grand et de noble dans l'homme. Cette nuit-là, il ne s'est rien passé d'extraordinaire ni de terrible. Les hommes ne sont pas descendus. On n'a pas insisté pour cette fois. C'est drôle, plus tard, bien plus tard, j'ai l'impression que cette nuit-là avait pesé lourd dans ma destinée. Alors, le Aragon qui ressort de la guerre, évidemment, n'est pas du tout le même homme que quand il est rentré. Et il retrouve ses amis. Et ses amis s'agrègent derrière un groupe de jeunes gens. C'est déjà l'Europe artistique et intellectuelle avant l'heure. Un Roumain, Tristan Tzara, qui lance un manifeste, mais avec d'autres, avec un peintre, Picabia, et évidemment Paris est un peu la plaque tournante, et qui lance un manifeste, le manifeste Dada 1918. Et en fin de compte, il s'agit de se rassembler et de mener une insurrection d'esprit contre non pas la guerre elle-même, mais contre ce qui a pu, dans l'organisation de la société, déboucher sur cette catastrophe, sur cette boucherie internationale. Et Tzara, qui deviendra plus tard communiste, dira que Dada est né d'une révolte qui était commune à toutes les adolescences, qui exigeait une adhésion complète de l'individu aux nécessités profondes de sa nature, sans égard à l'histoire, la logique ou la morale ambiante. Honneur, patrie, morale, famille, art, religion, liberté, fraternité, que sais-je, autant de notions répondant à des nécessités humaines dont il ne subsistait que de squelettiques conventions, car elles étaient vidées de leur contenu initial. Donc, Soupeau le dira, Aragon le dira,
le mouvement Dada, c'est le programme maximum de la jeunesse révoltée de ces années-là. Alors donc, ils se rassemblent, ils mettent le bazar un peu partout dans leur cercle de connaissances et d'action. Mais il n'empêche que le groupe littérature va peu à peu se dégager du mouvement Dada. Parce qu'en fait, la cause sera moins politique que l'attachement à l'héritage culturel, que l'attachement à la littérature déjà existante. Breton le dit, le gilet rouge parfait, mais à condition que derrière lui batte le cœur de Gérard de Nerval, et derrière eux ceux de Novalis et de Hölderlin. Et le manifeste Dada de 1918 semblait ouvrir toutes grandes des portes, mais on découvre que ces portes donnent sur un corridor qui tourne en rond. Aragon dira lui, la défense du fond poétique sera la cause de la rupture entre Tzara et nous. Tzara voulait faire table rase de tout, nous acceptions le principe de cette table rase, mais non sans arrière-pensée. Nous n'avions nullement l'intention de lui sacrifier Baudelaire, Rimbaud et d'autres. Ceux qui sont devenus surréalistes fondaient leur conception sur la défense du fond poétique général de l'humanité, auquel il n'était pas question de renoncer. Donc, on voit que le mouvement surréaliste se fonde sur comme un des maillons de la chaîne de la création littéraire. Et non seulement il y a une vocation littéraire, mais davantage il y a une vocation politique d'entrée de jeu. Écoutons ce que dit l'Assemblée générale du 23 janvier 1925. Tout le sens de notre jugement devra être soumis non pas à des goûts personnels, mais à la considération du problème capital que nous décidons d'envisager. Les participants approuvent à l'unanimité. Il ne s'agit pas seulement de participer éventuellement à une révolution, mais de préparer la révolution, et non seulement de la préparer, mais de la diriger. Voilà ce que disent les surréalistes quand ils se réunissent. Alors, ils créent une revue, la Révolution surréaliste, après la littérature, qui deviendra, au moment du suicide de Mayakovsky en 1930, le surréalisme au service de la Révolution. Et on voit que par leurs travaux, ils substituent l'inconscient à l'absolu, et ils se situent en fait dans la lignée des romantiques, où il s'agit bien évidemment de faire en sorte d'affirmer que la poésie, la littérature sont un moyen d'appréhender le réel tout aussi important que la philosophie, que la théorie, etc. etc. Aragon est un des fondateurs du surréalisme, puisque le premier manifeste est écrit par Breton, mais Breton demande à Aragon d'écrire un manifeste aussi, qui s'appellera Une vague de rêve, qui est écrit un peu avant. Il est bien sûr à la pointe. Ça sera peut-être un peu le trait de savate dans le groupe. C'est lui qui aura le plus de mal à se situer socialement. Mais il y a, en plus de leur volonté, donc un rapprochement avec le tout jeune Parti communiste naissant. Et ce rapprochement avec le tout jeune Parti communiste naissant, en fait, on va le voir, ça part encore de la guerre. Retenons simplement de l'écriture d'Aragon, de l'œuvre d'Aragon, qui fera pendant très longtemps que les travaux universitaires auront du mal à enclencher sur Aragon, et d'ailleurs les derniers romans ne sont pas très étudiés, sont assez mal compris. Il en est ainsi de tout le vocabulaire de la vie qui n'exprime point l'état mais le changement, écrit-il le paysan de Paris. Et dans le Fou d'Elsa, il parlera de l'écoulement du devenir, le ruissellement incontrôlable des choses. Effectivement, Aragon pratique une écriture péripatéticienne, une écriture qui redouble le mouvement, qui fait qu'on a du mal à la cadrer, qu'on a du mal à la faire rentrer dans quelque chose qui soit avec un outillage conceptuel. On est obligé, à mon avis, de redoubler les choses si on veut en tout cas l'appréhender dans sa globalité. Donc oui, les horreurs de la guerre sont véritablement pour Aragon le socle sur lequel s'est fondé son ralliement au Parti communiste et au communisme, que lui vivra toujours comme un humanisme. Il le dira à Dominique Arban, nous sommes des hommes dont la jeunesse s'est formée dans les conditions de la guerre de 14-18, pour qui la lutte contre la guerre a été l'essentiel. Or, on est bien d'accord que les partis communistes, le communisme politique s'est forgé, s'est créé aussi en rejet de la guerre, et que la révolution bolchevique a ouvert une voie à l'époque pour essayer de construire un monde qui échapperait à ces catastrophes. Vous savez, pour comprendre, pour comprendre ce qu'avaient ces gens dans la tête,
Il faut juste écouter Alain. Vous savez, le philosophe moraliste de l'humanisme démocratique. Alain dira, par rapport au carnage en cours pendant la guerre, tout cela se paiera. Croyez-moi, chacun retrouvera ses vrais ennemis. Voilà dans quel état d'esprit sont ces jeunes qui vont rallier le mouvement communiste sous quelque forme que ce soit. Et donc, la guerre, je disais donc le ralliement au Parti communiste, va se faire à partir d'une guerre coloniale, à partir de la guerre de l'intervention de la France en Espagne, qui vient, au Maroc, qui vient soutenir l'Espagne. Donc, d'après mon souvenir, l'Espagne a le sud du Maroc, la France contrôle le nord, donc contre Abdelkrim. La cassure, le grand choc, ce fut pour moi et pour plusieurs la guerre du Rif. Quand nous revîmes la guerre partant dans notre propre pays avec l'appui des académiciens, ce fut pour nous un coup et pour moi une bifurcation dans la vie. Et donc là, effectivement, il va y avoir une joute avec les patriotards qui écrivent les intellectuels aux côtés de la patrie. Eux vont écrire la révolution d'abord et toujours, eux les surréalistes. Et il va y avoir un rapprochement très net avec le Parti communiste. Et à tel point que les réunions des surréalistes ont, par exemple, en 1926, c'est le 23 novembre, ordre du jour, possibilité d'action future du surréalisme en dehors du Parti communiste, dans le Parti communiste, conclusion. Et André Breton, qui intervient, dit « La question de l'adhésion ou non de l'adhésion au Parti communiste doit être envisagée dans cette séance chaque fois que nous nous trouverons réunis à 4 ou 5. Cette question s'oppose. Ce qui marque notre inquiétude à ce sujet, position doit être prise ce soir. » D'entrée de jeu, Aragon dira « J'ai envoyé mon adhésion au PC par l'intermédiaire de Fourier. Elle n'a pas été suivie d'effet puisque je n'ai pas été affecté à une cellule ayant préféré attendre la clôture du débat ouvert par légitime défense. » Donc c'est un texte d'Aragon, de Breton, excusez-moi, je suis obligé d'aller un peu vite. Mais en fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que les surréalistes se réunissent et on a les verbatims. Assemblée du 24 décembre 26, Breton est indécis. Aragon, je réponds immédiatement, je demande entre PC. Baron, moi non. Breton, dans ces conditions, je ne peux poser ma candidature. Duhamel, je pose ma candidature au PC. Desnos, je demande à ne pas adhérer. Éluard, moi aussi. Léris, je n'ai pas encore réalisé comme je voudrais faire le passage de l'idéalisme au matérialisme. Cependant, je pose ma candidature. Prévert, oui. Tanguy, oui, etc. À la fin, je demande seulement que cela soit envisagé. En tout cas, Aragon dit, à titre personnel, quoique faisant semblant de réserver mon adhésion, j'adhérerai même si Breton est refusé. Breton, encore une fois, il n'est pas question d'une seconde d'empêcher quelqu'un d'adhérer. Donc, le mouvement surréaliste qui va marquer profondément notre culture, je dirais même européenne, se développe et peu à peu, la rupture entre Aragon et les surréalistes, mais pas seulement, va se faire sur un plan politique, sur un plan aussi psychologique. Follet le dit, Aragon disait, il avait tellement assez d'être sous l'autorité ombrageuse de Breton, qu'il dit, et dire que j'ai rompu avec ma famille pour en arriver là, il avait du mal à supporter ça. Mais Aragon est de vivre comme il peut, il est à Venise avec Nancy Cunard, jeune femme dont le père est responsable de la CGT, qui est un acte syndical, qui était la transatlantique qui emmenait à l'époque tous les émigrés vers les bateaux, donc vers les États-Unis. Et il tente de se suicider, il rentre, il rencontre une jeune russe juive, Elsa Kagan, mariée avec un Français, et André Triolet, qui est dans le même état psychique, puisqu'elle se demande si ça va prendre du Véronal. Et c'est une rencontre qui va faire en sorte qu'un couple va se nouer. Passons la légende, ça s'est pas passé du tout comme on peut l'imaginer, ça s'est construit peu à peu et lentement. Ce qu'il y a, c'est qu'Elsa est russe. Elsa, c'est la belle-sœur de Mayakovsky. Et évidemment, cette révolution russe, les surréalistes, comme le dira plus tard Aragon, ils tournent leurs yeux d'étonnement vers ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, les jeunes gens qui viennent au communisme, ils viennent pas tellement à cause de Marx et Lénine, ils viennent à cause de la Russie soviétique. Ils viennent à cause de ça, parce que là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui a l'air de pouvoir peut-être créer autre chose. Et donc, Aragon va faire la découverte de l'Union soviétique, de la Russie soviétique, avec Elsa, qui est russe. Et évidemment, il a un choc. Romain Rolland écrit
Romain Rolland est un peu comme Gide, hein. Aragon est toujours borderline quand même. C'est-à-dire que Gide dit non, non, s'il vous plaît, bon, ils sont publiés par Gallimard, etc. Non, 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 pas lui, s'il vous plaît. À chaque fois, il a un comportement qui fait que il est publié, etc. par ces gens-là, mais il aura toujours maille à partir. Donc, il est trop. Il est trop. Donc, Romain Rolland écrit: j'ai échangé quelques lettres avec Aragon depuis 6 mois. Tout en reconnaissant son talent, j'avais peu de sympathie pour l'homme. Mais les lettres qu'il m'a écrites de l'oral m'ont frappé. Elles sont simples, franches, sans orgueil, et elles reflètent une profonde commotion causée par le monde nouveau où il vit. Toute sa vie paraît en avoir été ébranlée. Et effectivement, sa vie en a été ébranlée, et il va suivre cette voie-là. Donc Aragon va quand même écrire un texte qui s'appelle Le surréalisme et le devenir révolutionnaire, dans lequel il tente de rester. D'ailleurs, aussi Bric, qui est le mari de la sœur d'Elsa Triolet, donc Lydie Bric, qui vit, ils ont un couple à 3 avec Mayakovsky, il dit, voilà, l'essentiel, maintenant, bon, avec Breton, il fallait s'y attendre, l'essentiel, c'est la possibilité de travailler pour le communisme. Donc, Aragon ne doit pas renoncer au principe révolutionnaire surréaliste. Il doit être un surréaliste communiste, de la même façon que Volodia, Mayakovsky, doit être un leftiste communiste. Et Aragon va essayer dans ce texte, il va essayer jusqu'au bout, notamment dans un texte qui s'appelle Le surréalisme et le devenir révolutionnaire, de faire coïncider les deux. Bon, échec. Simplement retenons une chose qui va être très importante pour l'apport d'Aragon au mouvement communiste après, même si ça s'est étiolé depuis. La méthode surréaliste doit essentiellement être considérée par les révolutionnaires à la façon même dont ils considèrent l'activité scientifique en général. Donc la méthode surréaliste, qui est une méthode artistique, doit être considérée par les révolutionnaires au même titre que la science. Et cette idée, Aragon va non seulement la transporter, mais essayer de la faire vivre. Donc Ossip explique à Aragon que la politique, la lutte des classes et culturelle, ce n'est pas un scandale dans un café, mais un travail très grand et très complexe. En tout cas, vous devez publier, fût dans des éditions bourgeoises, l'important étant ce que vous publiez, non où vous publiez. Donc Aragon va, après avoir écrit Le paysan de Paris, le traité du style, ce recueil de poèmes qui dit qu'est son écriture, le mouvement perpétuel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une écriture qui file, qu'on a du mal il y a sans arrêt des digressions, il y a sans arrêt un mouvement, il y a, ça ne finit pas, c'est d'ailleurs inachevé. D'ailleurs Aragon va non seulement le théoriser, mais il va aussi le pratiquer, l'inachèvement, pour ne pas finir, comme il le dira plus tard. Il va s'engager dans une nouvelle vie, donc avec Elsa Triolet, une vie un petit peu difficile sur le plan social au début, et il va en tout cas faire partie très vite de l'organisation, sinon l'appareil communiste, mais pas en France, en Russie. Il va être en Union soviétique, il va au cœur de la centrale, et il va y travailler pendant 1 an, 2 ans, et c'est seulement après avoir été responsable d'une revue Union soviétique qui diffuse vers la France, parce qu'à l'époque ça n'est pas un parti communiste, hein, c'est une section française de l'internationale communiste, il y en aura plus tard un parti communiste. Donc là il va s'engager dans une voie littéraire où il lutte, il dit que c'est contre l'individualisme, cet analphabétisme social qu'est l'individualisme, je dirais plutôt l'égoïsme. Je vous renvoie au livre d'Annie Robert Dufour, L'individu qui vient après le libéralisme, où il dit, voilà, non, ne parlons pas, qui est un auteur d'aujourd'hui, ne parlons pas d'individualisme, parlons d'égoïsme. Et il s'appuie sur les textes des penseurs du capitalisme. Et dans ces romans, va être intégré peu à peu la guerre. Et du point de vue politique, il va mener un travail extraordinaire, parce que à cette époque-là, les dirigeants politiques n'hésitent pas à s'appuyer sur des artistes, sur des intellectuels, et à leur confier des responsabilités. Et le jeune Maurice Thorez, notamment, comprend. Aragon est très gauchiste au début, comprend, et va confier à lui, à d'autres, des responsabilités. Il va être secrétaire de rédaction de la revue Commune, qui est une revue très très importante à l'époque. Numéro 1, il y a un article contre le philosophe allemand Martin Heidegger
sur une philosophie hitlérienne. Il y a des poèmes d'Aragon, il y a une critique un peu sévère d'un livre d'Audrieu La Rochelle, il y a un éloge de la condition humaine d'André Malraux, une ébauche de discussion pardon, de la revue chrétienne d'Esprit d'Emmanuel Mounier. Et par la suite, il va s'engageant de plus en plus, on va lui confier la direction d'un journal du soir. Il ne voudra pas le diriger seul, c'est Ce Soir qui doit faire concurrence à Paris Soir. Et là, il va montrer, bon, il ne tient pas particulièrement, mais il va comment dire, être de plus en plus en vue comme dirigeant du Parti communiste français sur ces questions comment dire, sur des questions non seulement journalistiques, mais je veux dire théoriques et au-delà du littéraire. Il faut comprendre toujours par rapport à l'Union soviétique. Marcel Cachin, qui est le fondateur du Parti communiste, qui a voté l'Union sacrée, qui était dans l'Union sacrée, faut pas l'oublier, dira en 1930, ils ont fourni, en parlant de l'Union soviétique, ils ont fourni la preuve à tous les prolétariats du monde qui ne voulaient pas le croire et qui ne le croient pas encore, que la classe ouvrière est dès maintenant en état de se passer de maître. Voilà un peu l'état d'esprit, un peu beaucoup. Je suis obligé d'aller très vite et en venir maintenant à la partie sur comment la guerre entre dans le texte d'Aragon, dans l'œuvre d'Aragon. Eh bien, figurez-vous que d'abord, Aragon et ses amis refusent d'écrire quoi que ce soit sur la guerre. C'est le refus total. C'est abat l'exhibitionnisme de l'horreur. Disent les surréalistes au départ, et en fin de compte, il n'est pas brisé à Aragon par la guerre, mais il y a un trauma qui s'est installé, et il faudra en fait qu'il dépasse cette prévention, qui n'est pas que politique, hein, pour arriver à écrire sur la guerre. Alors il le dira un peu plus tard, négliger la guerre était de notre part un système faux sans doute, mais dirigé contre la guerre. Nous pensions que parler de la guerre, fût-ce pour la maudire, c'était encore lui faire de la réclame. Notre silence nous semblait un moyen de rayer la guerre, de l'enrayer. Et il le dira aussi, voilà, on va pas écrire sur la guerre, comme le disait Céline, qui est un autre combattant de la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit pas de suivre la religion drapotique. Donc, il va dépasser cela, et en tout cas commencer à écrire sur la guerre dans le premier roman du cycle du monde réel, donc Les Cloches de Bâle, ensuite viendront Les Beaux Quartiers, Les Voyageurs de l'Impérial, Aurélien, et les communistes qui vont boucler ce cycle du monde réel. Les communistes qui dira qu'il va arrêter d'écrire au moment du procès Slansky en Tchécoslovaquie, au moment où on exécute en 1952 les dirigeants communistes tchèques, et le seul qui en réchappe est Arthur London. Donc il fait rentrer la guerre dans son œuvre par Les Cloches de Bâle, et il le fait rentrer en quelque sorte politiquement. Il ne fait pas des romans à thèse, Aragon. Il est habité par quelque chose, et il est habité aussi par une volonté, évidemment, d'élever la conscience politique, d'élever la conscience historique du lecteur. Et là, il le fait dans Les Cloches de Bâle par ce grand congrès extraordinaire des socialistes contre la guerre qui a lieu à Bâle en novembre 1912. Et il écrit ceci. Donc c'est avant la guerre, hein, il s'est écrit ça dans les années 30, mais il place l'action avant la guerre. Je ne ris pas de cet immense peuple rassemblé dans Bâle, de cet immense espoir qui sera frustré. Cet immense troupeau est venu ici comme une fête. J'ai peur de regarder en face son destin. C'est épouvantable comme un train de banlieue le dimanche, si l'on savait d'avance à quelle catastrophe il va. Par exemple, ce groupe de paysans badois. C'était un badois, ce gosse de la classe 19 à côté d'Ouchy-la-Ville, je crois bien. Le 2 août 1918, les canons français avaient inondé le plateau de nouveaux gaz asphyxiants dont nous ignorions les effets. Et quand ce garçon de 19 ans, perdu, aveuglé, arriva sur nous qui étions à l'abri du talus de la route, les mains lancées en avant, je vis qu'il avait quelque chose d'anormal au visage. Un instant, il hésita, puis comme quelqu'un qui a très mal à la tête, il porta sa paume gauche à son visage et le serra un peu plus dans ses doigts. Quand sa main redescendit, elle tenait une chose sanglante, innommable, son nez.
Ce qu'il était advenu de sa figure, pensez-y un peu longuement. Je n'ai jamais depuis ce temps tout à fait perdu l'odeur de la gangrène, qui n'est pas absolument la même sur la charogne de l'homme et sur celle du cheval. Je la ressens parfois en rêve, cela me réveille. Je suis dans un lit, il n'y a pas de cadavre à côté, je souris dans la nuit avec une expression obtuse et reposée. Allons, cela reviendra peut-être, mais on n'y est pas encore, nous étions à Bâle, je crois bien. Et il écrira comme ça dans les beaux quartiers, on voit aussi là, c'est le discours de Jaurès sur sur la loi des 3 ans avant la guerre. On le verra aussi dans Les Voyageurs de l'Impériale, qui est un roman qui est à mon avis un de ses plus forts romans. D'ailleurs, quand je parlais d'individualisme, il dit à propos de Pierre Mercadier, qui est un des personnages, enfin qui est le personnage principal, qui est professeur d'histoire d'ailleurs, mais il disait voilà, cette guerre est arrivée à cause des Pierre Mercadier, que leur égoïsme a abouti à ça. Dans Les Voyageurs de l'Impériale, c'est aussi alors je me souviens plus du tout dans quel roman j'ai cherché partout mais j'ai pas trouvé. Il y a un passage dans ce roman du cycle du monde réel où ils sont à la campagne et les cloches annoncent la guerre au mois d'août. J'ai cherché partout, du coup j'ai relu pas des milliers de pages, mais vraiment beaucoup, et j'ai pas retrouvé. Mais là encore, il y a une présence de la guerre dans Les Voyageurs dans l'Impériale, puisque le fils de Pierre Mercadier, Pascal Mercadier, lui repart à la guerre. Part à la guerre de 1914. Il y aura ensuite, je suis obligé d'aller un peu vite, il y aura ensuite bien sûr Aurélien qui, écrit en pleine guerre, va faire la jonction entre la première et la seconde guerre, enfin ce que De Gaulle appelait ou ce que Louzordeau appelle la guerre de 30 ans. Et il y aura après les communistes qui là vont raconter un roman vraiment balzacien, avec carte à l'appui, qui va raconter la guerre d'Aragon, la guerre qu'a menée Aragon, il y a avant la guerre, pendant la guerre, et ça s'arrête vraiment à la fin de sa guerre. Donc en fait, les romans du cycle du monde réel, en fait, mettent en récit des événements, les mettent en lumière, en voulant mettre en lumière, enfin je veux dire, servent à mettre en lumière des structures économiques, sociales et culturelles qui constituent la trame de ces événements. En fait, il le dira de manière ramassée, la vie économique du pays, voilà où est la réalité. Alors, cette guerre dans son œuvre, elle sera aussi, ça sera aussi la seconde guerre. D'ailleurs, la guerre sera dans tous les romans d'Aragon, y compris dans Théâtre roman, y compris dans Blanche l'oubli. Il y aura toujours des passages sur la guerre. Alors nous fûmes incapables de discerner du tonnerre les éclatements d'obus et les bombes. Une vapeur épaisse comme du sable emplit l'air entre les rafales. Les éclairs déchiraient cette étoffe palpable comme des couteaux pâles. Le grand Iril au sud-est de Carvin flambait depuis la veille. Les routes secouées de convois, hurlantes de blessés, se dénouaient à de vieux postes d'essence abandonnés. Les Anglais s'en allaient dans des espèces de chars abandonnos que se rejetaient les murs des rues toujours étroites. Les Marocains vers le canal étaient pris d'épouvante parce qu'ils avaient cru entendre chez les Allemands des Marocains comme eux envoyés par Franco. Il y avait grand massacre de dragons portés. La ville était vide au centre de ce charroi, tout à coup. Toute la fausse nuit de sable, c'était clair, la fin du monde approchait. Hors d'une rue près de l'église surgirent 2 enfants. La fille et le garçon, 13 et 12 ans. Ils se tenaient par la main, ils avaient la beauté des anges. De toute la journée, il n'y eut qu'un rayon de soleil arrivé là, comme une de ces lumières de théâtre qui proviennent toujours d'ailleurs que de la source figurée. Et ces rayons, ce fut pour les cheveux blonds et légers des enfants. Dans l'horreur, toute la beauté du monde, une maison soudain entre eux et moi s'écroula. Ça, c'est une scène qui se passe à Carvin le 25 mai 1940, et c'est tiré d'un texte qui s'appelle « Apologie du luxe ». Il y aura toujours chez Aragon, même dans ces moments du plus grand découragement, une volonté de résilience, une volonté de dépassement vers la vie. Contrairement à Céline qui disait il faut noircir, Aragon, lui, essaiera toujours d'aller vers la vie. Je dis ça comme ça un peu bêtement, mais il y a quelque chose de très parallèle. D'ailleurs, dans les années 30, Céline dira
Vous me voyez travailler sous la férule de ce comte d'Aragon, Poix, et Aragon lui écrira dans Commune à Louis-Ferdinand Céline, loin des foules, un article en disant voilà, vous avez écrit Voyage au bout de la nuit, c'est certainement le plus grand texte de la littérature française, mais si vous continuez avec vos petites idées sur Israël, on se retrouvera chacun d'un côté de la barricade. Et c'est écrit ça en 1933 dans Commune par Aragon. 25 août 1939, il y a le pacte germano-soviétique, on ne va pas s'étendre là-dessus, on peut s'étendre là-dessus, on peut en parler. Aragon pensera jusqu'au bout, comme beaucoup d'historiens aujourd'hui, qu'il a fallu le signer, puisque quand il s'est agi d'ailleurs dans les communistes, ils montrent bien qu'on préfère plutôt Hitler que le Front populaire, que les classes dirigeantes préfèrent Hitler que le Front populaire, en tout cas pour une partie. Et voilà, la Pologne interdit que l'armée rouge puisse traverser le territoire polonais pour se rendre jusqu'en Tchécoslovaquie. Et donc on trouve comme ça des arguties pour ne pas passer un accord avec l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Ce que Churchill, lui, contre il y a un très beau film qui s'appelle Les Heures Noires, où on voit très bien le rôle de Churchill par rapport à cette compréhension qu'il a. En tout cas, à l'époque, le pacte germano-soviétique est signé, donc l'humanité ce soir sont interdits. Le 25 août, Aragon sera mobilisé, lui, le 2 septembre. Les 8 septembre, les premières arrestations des députés du Parti communiste se font. Le 26 septembre, le Parti communiste français est dissous. Et le 20 janvier, les élus sont déchus de leur mandat et certains sont condamnés à mort ou emprisonnés. En avril, le décret Sérol, qui est garde des Sceaux et ses fillots, est signé. C'est un texte contre l'entreprise de démoralisation de l'armée de la nation. En fait, c'est un tract qui vise les communistes. Toute personne prise avec un tract à la main communiste sera condamnée à mort. D'ailleurs, ce décret, ce Sérol, fera partie de ceux qui ne voteront pas les pleins pouvoirs à Pétain par la suite. Ce qui peut, voilà, comment dire, en politique, c'est jamais simple. Alors il y a eu un juge qui était, à l'époque où le pacte germano-soviétique était signé, où d'ailleurs la direction du Parti communiste, c'est Duclos qui dirigeait sur le territoire national la direction du Parti communiste, qui suit à l'époque les consignes de l'international communiste, qui dit que c'est une guerre entre impérialismes et qu'il faut les laisser s'entretuer. Thorez n'a pas du tout cette appréciation-là, ni Frachon. Thorez, si vous lisez le bouquin de Vievorka, Thorez veut rester sur le sol national, mais on lui intime l'ordre de se rendre en Union soviétique, qui sera d'ailleurs avec Togliatti pendant toute la guerre. Et contrairement à Togliatti, il aura la mauvaise idée, je pense, dans les années 50-60, de ne pas prendre l'offre que lui faisait Togliatti de créer un eurocommunisme. Je vous renvoie au livre de Cerruti, À l'ombre des dotés, où on voit que, en fait, Thorez loupe la main tendue du temps de Togliatti pour essayer de créer un mouvement communiste beaucoup plus européen. Et ça, entre les années 54, soit 64, jusqu'à la mort de Thorez. Donc c'est un juge qui est pendant ces affaires-là. Donc en fait, je disais, Duclos va essayer de faire reparaître l'humanité. Très vite, c'est l'humanité avec Tréant, auprès de l'occupant allemand. Très vite, il est rappelé à l'ordre. En tout cas, Aragon, lui, est coupé du parti. Et en fait, voilà un juge qui s'appelle Jules Vimard qui fait un rapport et qui dit, voilà, il fait la chasse aux communistes à l'époque, et chez les uns, le communisme correspond à un obscur sentiment de révolte contre les misères éprouvées, chez les autres, à une sorte de croyance mystique et si fervente que les souffrances et les peines ne font qu'exalter leur foi. Je dois reconnaître d'ailleurs que le plus grand nombre des inculpés communistes sont intelligents, polis, moralement honnêtes. On n'en trouve guère qui ait eu maille à partir avec la justice. La plupart des casiers judiciaires sont vierges. Deuxième tribunal militaire de Paris.